et que ça sera mis en ligne. Voilà. Eh bien, je te remercie de nous avoir fait cette proposition de communication parce qu'elle est particulièrement intéressante. C'est l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des voies d'abord de plus en plus petites. Et si en plus, on arrive à se repérer avant, à faire nous-mêmes un certain nombre de diagnostics et que cela guide nos actes techniques, ça sera très bien aux membres supérieurs, ce dont tu vas nous parler, et aussi aux membres inférieurs, je l'espère. Donc, je te donne la parole. Prends ton temps. Bon, mais merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, merci, Monsieur Chiron, de me permettre de parler de ce sujet qui me tient aussi à cœur sur l'utilisation au quotidien de l'échographie. Donc, le but, c'est faire un petit peu un tour rapide du champ des possibles aux membres supérieurs. Donc, ça, c'est une photo faite dans le bureau d'un orthopédiste. Si on en voit ce qui traîne dans le petit aquarium au fond, entre les ciments et les implants, et c'est certainement pas un radiologue. Alors, remerciement également à Thomas Appart, qui est le responsable national là, du DIU qui a été créé échographie pour les chirurgiens du membre supérieur. On remercie également tous ceux qui ont participé à la création et au maintien de ce DIU et tous les intervenants, qu'ils soient ortho, rhumato ou radiologues. Alors, j'espère, s'il y a des radiologues qui regarderont ce topo, que je ne vais pas heurter leur sensibilité. Pour leur dire que moi, quand je me suis inscrit en médecine, je pensais finir radiologue, comme l'était mon grand-père au fin fond de l'Aveyron. Et c'était sans compter avoir croisé externe les équipes d'orthopédie du CHU Toulouse, qui est devenue la famille d'adoption dans laquelle j'ai fait ensuite la suite de mon cursus. Donc, c'est vrai que depuis la deuxième année, c'était un P2 en 93, on est plongé dans la sémiologie clinique. On fait une spécialité formidable, rien qu'avec un très bon interrogatoire sur les signes fonctionnels, on a 75% du diagnostic. Notre sémiologie clinique à l'examen clinique était également remarquable, au travers de l'inspection et la palpation. La percussion n'a que peu de place et l'auscultation, jusqu'à présent, était un élément un peu vide de notre sémiologie, jusqu'à l'avènement et l'utilisation des ultrasons. Ça devient un peu notre stéthoscope et il faut le considérer, je le considère désormais comme un prolongement de mon examen clinique et non plus, dans la majorité des cas, comme un examen d'imagerie complémentaire. Donc, je fais une petite comparaison entre rechercher sous l'eau un banc de poisson qu'on veut aller attraper en tant que pêcheur aguerri et une lésion du fuseau épineux. La sémiologie, c'est rechercher des signes qui vont être évocateurs de la présence d'un banc de poisson ou un testing clinique comme le signe de Job évocateur d'une lésion et une souffrance du tendon. Mais pourquoi se priver, lorsque la technologie existe, d'un petit échographe qui vous permet de vous dire à quelle profondeur se trouve justement le pont de poisson, le banc, et pareil, de pouvoir utiliser les mêmes outils afin de savoir, quel que soit l'examen clinique, si un tendon est abîmé ou pas, et où ce que l'on a réparé a cicatrisé ou pas. Donc, dans la pratique quotidienne, l'imagerie et l'échographie n'est pas là pour remplacer et alléger l'examen clinique, c'est un complément. Refaire un signe de Job rigoureux, ça donne des informations sur la douleur et la perte de force, mais on peut avoir un test positif et ou négatif. On n'aura pas pour autant information précise sur l'état du tendon sous-jacent. Donc, la sémiologie clinique, c'est vrai qu'on connaît énormément. On est peu ou pas formé à la sémiologie échographique. Et toute la question est de savoir faire les ponts et les passerelles entre les deux. C'est-à-dire, lorsqu'on est confronté à une image anormale, est-ce que cette image est pathologique ou pas? Et si elle est pathologique, de quelle pathologie elle revêt? Alors, ce qui est l'exemple clé, c'est quand on retrouve un épanchement à la gouttière du biceps. Est-ce que ça traduit une ténosynovite de la longue portion, ou est-ce que c'est un épanchement intra-articulaire qui se collecte dans la gouttière? Moi, je penche plutôt pour la seconde option. Donc, on a à disposition une bibliographie des documents de qualité, notamment celui-là que vous connaissez en grande partie de l'équipe toulousaine, mais aussi d'autres ouvrages, dont le dernier qui a été fait intelligemment en collaboration entre un chirurgien orthopédiste et un médecin radiologue. Il y a eu des études qui ont été faites sur la courbe d'apprentissage de chirurgie orthopédique à la relecture d'images lésionnelles de la coiffe de rotateur. Et finalement, on a une courbe d'apprentissage assez similaire et assez proche entre orthopédiste et radiologue.
on a quand même un avantage, c'est qu'on baigne dans l'anatomie au bloc opératoire, on connaît l'anatomie saine et l'anatomie lésionnelle. Et c'est vrai que toute ma première année, moi, je me suis imposé de faire des échographies systématiques à tous les patients qui venaient pour des lésions d'épaule, même si j'avais un IRM ou un scanner à disposition pour justement faire un comparatif, refaire ces échographies au bloc opératoire juste avant d'opérer pour pouvoir après avoir l'info en direct et accélérer et améliorer cette courbe d'apprentissage. Pour autant, le patient peu échogène avec une fenêtre acoustique médiocre, comme on peut le retrouver dans le compte-rendu de nos confrères radiologues, c'est une réalité et ce n'est pas un mythe. Vous voyez à gauche, là, un rebord huméral avec le footprint qui est là, un tendon sus-épineux. À droite, on ne voit rien, quels que soient les réglages qu'on met sur la machine, quels que soient les mégahertz, un peu de gras et un patient hypoéchogène et on n'y voit plus rien. Donc là, maintenant, je vais vous inviter un petit peu à faire un état des lieux de qu'est-ce qu'on peut faire en pratique courante et classique, on va dire, aux membres supérieurs en consultation et au bloc opératoire. Alors, ça tourne avant tout autour de la pathologie de la main et de l'épaule. Il y aura un peu de coude. Et là, je vous invite à un petit bureau que je me suis fait réadapter à mon poste de travail. Hein. C'est vu depuis le plan où je consulte. Ça me permet, sur le même plan, d'avoir accès au dossier médical informatique, de pouvoir écrire un petit peu, à tout moment de pouvoir faire l'examen échographique complémentaire sans déplacer les personnes âgées pour pathologie de la main et pour le coude. Et après, quand il faut examiner une épaule, je retourne l'échographe à demi-tour et j'examine les patients qui sont assis sur la table d'examen derrière. Donc, c'est assez pratique et performant comme installation. Donc, là, on va un petit peu aborder les choses en consultation autour de l'épaule douloureuse. Alors, comme on l'a dit, il y a une sémiologie échographique à laquelle il faut se former et à laquelle on ne peut déroger en pathologie des tendons de la coiffe. Je vous ai montré un petit peu l'image de ce qu'on appelle le méplat, avec un tendon normalement qui est bien convexe et qu'on a cette perte de convexité, là, comme un matelas qui s'affaisse. C'est ça qu'on appelle le méplat et ça traduit une rupture du tendon, même si on ne voit pas directement le tendon. On a ici au milieu une rupture qui est rétractée. Je vous dessine le footprint, le relief de la tête humérale. Donc là, une rupture intermédiaire du sus-épineux. Ici, les anthésopathies en voyant les petites microcalcifications, toujours pareil, le footprint et la tête de l'humérus. Le B.A.B.A., c'est savoir déceler la luxation de la longue portion du biceps à la gouttière. Donc, on a ici la gouttière du biceps, la tête, un biceps qui est bien centré. Et là, à droite, vous avez ce biceps luxé qui a quitté et déshabillé cette gouttière. Donc, ça, c'est la première fois qu'on est confronté à ça, on peut difficilement le louper. Ensuite, l'évaluation des tendons rotateurs, subscapulaires en avant et infraépineux en arrière, c'est un petit peu délicat parce qu'ils ont des structures un peu plus fines, mais on est moins gêné, je trouve, en termes d'évaluation sur des lésions significatives que pour les lésions du sus-épineux. En tout cas, il faut lire avant de manipuler, il faut en faire beaucoup, il faut aller voir les confrères médecins radiologues pour qu'ils vous expliquent comment on positionne bien sa sonde, comment on fait les manœuvres de balayage pour évaluer tout ça. Après, nous, orthopédistes, ce qui nous intéressait, c'est j'ai réparé un tendon, je lance la petite vidéo, je veux un petit peu voir qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc là, on voit ici la base d'une première angle de premier rang. Avec les balayages, on voit les fils. En se déportant sur le côté, on va voir apparaître une encre de second rang ici. Et entre les deux, à un moment, là, voilà, vous pouvez voir apparaître le fil d'un suture bridge. Donc, même avec, je vous le montrerai après, le petit échographe portable que j'appelle ma mobilette, on peut voir énormément de choses et surveiller ces montages. Alors, c'est important parce que moi, j'ai vécu une expérience un peu malheureuse en voulant à un moment changer de référence d'implant d'encre de second rang. Et à ce moment-là, c'était le moment où moi j'avais fait l'acquisition de mon échographe. Je surveillais mes patients et je me disais, oui, j'ai des encres qui sont un peu enfouies par rapport au plan cortical. J'ai des encres qui, par rapport au plan cortical, ont un débord minime. Et puis, je suis tombé sur quelques cas où là, ça ne fait aucun doute que par rapport au plan cortical, on a l'ensemble de l'encre qui s'est expulsée et qui fait conflit avec la face profonde du deltoïde. D'ailleurs, dans la littérature, il y a très peu d'articles, mais
le seul qui est retrouvé par d'aspect en pile d'assiette. Ça a nécessité dans ce cas-là et d'autres cas des reprises précoces, et ce grâce à un diagnostic échographique précoce chez des patients, certains symptomatiques et d'autres asymptomatiques. Voici 2 autres cas où, quand l'encre est enfouie dans l'os, comme on l'a vu sur les premières diapositives, c'est difficile de le déceler, mais, parce que tout est hypoéchogène et la corticale arrête les ultrasons, mais quand il y a un débord, ça ne fait aucun doute. Et là, à droite, vous avez le cas là d'un véritable conflit qui avait généré un trou au niveau de la face profonde du deltoïde. Ça, c'est un petit cas clinique assez intéressant. Toujours pareil, un patient, je revois 1 mois et demi. Il y a un petit débord de l'encre, mais bon, j'ai vu les débords précédents. Je dis, bon, je vais le surveiller, je le reconvoque à 3 mois. En le reconvoquant à 3 mois, au malheur, il y a le marqueur radio opaque de l'encre qui est totalement expulsé. Je demande en urgence une IRM à mes confrères radiologues parce que ce que je voulais évaluer, c'était où se positionner cette encre par rapport au trajet du circonflexe. Je l'ai pris au bloc. On a essayé de batailler avec l'amplificateur de brillance sans succès. Et finalement, j'ai habillé la housse d'échographe stérilement et je l'ai utilisé tel un amplificateur. Et là, au miracle, j'avais une visualisation tridimensionnelle de l'ancrage. J'avais sa profondeur, sa position, et donc j'ai pu réaliser une ablation de ce matériel implanté aisément avec un échographe, alors que ça s'avérait impossible avec la fluoroscopie. Le deuxième champ d'action en pathologie d'épaule, c'est pour l'exérèse arthroscopique des calcifications. Alors bien évidemment, ça reste pour la majorité des calcifications un traitement de dernière intention après la ponction aspiration écho-guidée des médecins radiologues, mais lorsqu'on va les traiter et chercher à les retirer sous arthroscopie, on se retrouve comme à rechercher une victime d'une avalanche. On voit la face superficielle, mais dessous, on ne sait ni où est la victime, ni où est la calcification. Or, dès qu'on a une victime en avalanche, on sort le détecteur de victime. Donc, moi, je voulais pouvoir faire exactement la même chose avec une sonde d'échographie. Ce sont des appareils d'une très grande précision l'un et l'autre. Et si on réutilise toutes les techniques validées par les fédérations d'alpinisme ou de secours en montagne, ce qui est reconnu, c'est faire le marquage en croix pour retrouver le point où on a le signal le plus proche de la victime. Et en fait, on peut faire exactement pareil avec l'échographe au bloc opératoire, patient sous anesthésie générale juste avant de débuter, en faisant un échomarquage dans le plan longitudinal puis dans le plan transversal, on est en avant pour une calcification du subscapulaire. Et donc, on a un échomarquage cutané. Et donc, soit on sonde en montagne, soit on pique avec l'aiguille au point le plus proche pour, en vue arthroscopique, retrouver le point de pénétration de l'aiguille, qu'il avait fait bingo avec l'évacuation de cette calcification, et en réaliser l'extraction. Donc ça, c'est déjà pas mal. Néanmoins, on a un problème au supraépineux, c'est que si on a des calcifications très médiales avec des patients qui ont un angle CSA augmenté, eh bien l'acromion, il génère un condom acoustique qui fait que cette calcification que je suis en train de dessiner, on ne pourra jamais la visualiser en échographie. Alors que celle-là, en paire opératoire, on pourra. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait une échographie en consultation, on le fait en position comme le font les médecins radiologues, c'est-à-dire main en rétropulsion, main à la poche, main à la fesse, et que ce n'est absolument pas la position paire-opératoire. Donc, il est alors capital d'utiliser les données d'une échographie ultime faite à la consultation préopératoire, que moi, je consigne systématiquement par écrit dans ma fiche d'hospitalisation, en disant, vous voyez, là, j'avais au subscapulaire une calcification de 6 x 5 mm, au supraépineux 7 x 5, en mesurant une distance capitale entre le biceps et cette calcification en vue de profil sagittal. Voici un peu ce que ça donne. Je vous ai fait un mix entre l'aspect d'une calcification au sus-épineux écho, radio et l'équivalent échographique. Donc, on l'a de face en radio et longitudinal en écho. Là, on l'a en profil de l'ami à la radio et transversal en écho. Et donc, déjà, on a ces données de taille, de profondeur et de positionnement par rapport au footprint là, que je vous représente. Et deuxième mesure capitale, si on va avoir un condom acoustique, c'est mesurer la distance entre le bord postérieur du biceps à l'intervalle et le bord antérieur de la calcification en coupe transversale, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un profil.
Néanmoins, on peut encore améliorer la technique. Et donc, ça, c'est un travail sur lequel je me suis énormément penché sur l'utilisation, chercher à combiner à la fois la ponction aspiration éco-guidée des médecins radiologues et l'arthroscopie. C'est-à-dire, on va fusionner les deux techniques. Ça nécessite un habillage avec une housse stérile de la sonde d'échographie, associé, couplé au champ opératoire avec l'arthroscope, d'avoir positionné son échographe juste à côté de la colonne d'arthroscopie. Et là, tout est prêt. Alors après multiples essais, et à l'instar d'anciennes publications, c'est essentiel de faire un temps de bursectomie préalable. Et puis après, on réduit le flux d'irrigation, on pose l'arthroscope, on vient positionner, comme le ferait un anesthésiste pour un bloc interscalénique, en contrôle échographique, une aiguille. Et le truc, c'est d'utiliser leur piquer leurs aiguilles hyper échogènes pour réaliser le bloc, de voir le tendon sus-épineux, le footprint, la calcification qui est là, et d'avoir positionné l'aiguille en son sel. À ce moment-là, on sait que l'aiguille, c'est comme la sonde d'avalanche, elle n'a pas touché la victime, on a traversé la victime. Donc, ça, c'est moins bon pour une victime d'avalanche, mais du coup, en repassant en vue bursale, on retrouve l'aiguille en position et vous voyez les petits points qu'il y a. C'est ça qui donne le caractère hyper échogène en écho. Et à partir de ce point-là, on fait une recherche complémentaire autour, puis une ouverture du tendon et on a directement trouvé sa calcification. L'intérêt absolu, c'est surtout, quand on a terminé et qu'on est convaincu qu'on a tout retiré, on a tout loisir de pouvoir faire un nouveau contrôle échographique et s'assurer qu'il n'y a pas de résidus. Et en tout cas, c'est plus performant que le fluoroscopie, c'est éminemment moins encombrant, c'est non irradiant et c'est assez génial. Des fois, alors dans la littérature, il y a très très peu, et c'est rarissime de découvrir des calcifications migration intra-osseuse. Des fois, ce sont des aspects un peu étonnants ou catastrophiques en scanner ou en IRM qui peuvent prendre des aspects pseudo-tumoraux. Donc, ça est arrivé déjà à moi et à d'autres collègues avec qui on a discuté d'avoir des dossiers où les médecins radiologues l'ont présenté comme tumeur maligne. Mais en fait, en échographie, on va facilement retrouver une calcification au sein du tendon supraépineux, un footprint qui est ici et une petite effraction de la corticale. Ça, c'est une calcification qui, au lieu de migrer à la superficie en bursale, migre en intra-osseux. Et plus on fait des échos, et plus on en voit, et moins on trouve ça rarissime. Le dernier champ d'action de l'intérêt de l'échographie, c'est le contrôle post-op débuté. Alors, on connaît tous cette image là, de Gilles Vache et Pascal Boileau qui fait un comparatif de la position d'une butée de la Targée avec un cliché de face, un profil de Lamy et un profil de Bernageau. Alors, le profil de Bernageau, il s'en fait de moins en moins parce que, ça, Nicolas Bonnevial en parlerait, contrôler si on a un débord de la butée et s'assurer de la fusion, un scanner, c'est meilleur. Mais analyser le positionnement des vis et le débord postérieur, sur un Bernageau, il faut un Bernageau et on ne peut pas le faire en post-opératoire immédiat et même avant 2-3 mois, tant que les patients n'ont pas récupéré la mobilité. Et c'est là que moi, ma nouvelle version, c'est dire dès J0, je peux faire mon cliché de face et de profil et le Bernageau le remplacer par une coupe échographique transversale qui, là, vous avez la tête humérale, là, vous avez la glène, et là, en fait, c'est ma vis qui déborde. Donc là, je peux avoir deux distances notées qui est la distance entre l'interligne articulaire et me rassurer pour me dire que je n'ai pas fait des fractures articulaires, et mon débord postérieur. Donc, vous voyez, cette distance-là, votre échographe, il vous la donne systématiquement, ça fait 6 mm. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas mesuré là, mais je n'ai pas plus de 2 mm de débord postérieur de ma vis. En pathologie acromioclaviculaire, c'est hyper intéressant parce qu'en 45 secondes, on peut faire un examen bilatéral, comparatif et dynamique. Alors, certes, pour du dégénératif, mais ça a encore plus d'intérêt. Mais là, je n'avais pas d'image récente que je pouvais mettre dans le diaporama pour la traumato. C'est-à-dire qu'en traumato, à la radiographie, oui, on évalue bien un diastasis vertical avec les stades de Rockwood, les 2, 3, 4, tout ça. Mais le longitudinal, c'est difficile à évaluer. Et là, de le faire de manière bilatérale, ça me paraît, moi, c'est essentiel et capital. Et en échographie, on peut le faire. Et ce d'autant, on voit en échographie ces espaces augmenter ou diminuer selon qu'on est en antépulsion, rétropulsion ou mise en rotation externe. Et ça permet un peu d'affiner les indications et les stratégies thérapeutiques derrière. Et puis, vous avez la réponse immédiatement.
Moi, je me suis un petit peu intéressé aussi à pouvoir surveiller aux consultations à 1 mois, 3 mois, l'évolution d'un cal osseux sous une plaque d'ostéosynthèse, même si ça ne s'affranchit pas de faire un scanner de contrôle des fois à 4 mois pour être sûr d'une consolidation complète et autoriser les reprises d'activités sportives à ce type de patient. Alors, à l'humérus proximal, il y a un intérêt de pouvoir dépister certaines petites fractures non radiovisibles du tubercule majeur, mais moi, en tout cas, dès que j'ai des tableaux d'épaule douloureuse atypiques, on va suspecter une épaule douloureuse instable, je dégaine l'échographe à la recherche d'une encoche possible postérieure de Malgaigne. Donc pareil, en 30 secondes, vous avez la réponse, sans avoir reconvoqué le patient ou l'envoyer à la radio et attendre qu'il revienne. Pathologie de la coiffe, c'est vrai qu'en post-traumatique, à partir de 40 ans, on peut faire son petit look directement à la consultation. Les bilans post-luxation chez les patients de plus de 50 ans, pareil, ça me paraît, on a dit que c'était incontournable de le faire. Moi, j'ai des difficultés des fois chez moi à obtenir des échographies rapides, mais désormais, je me le fais. Je lance à nouveau ce petit diaporama chez un patient de 74 ans qui avait une petite altération d'état général. On lui a réduit une luxation, mais on voit une zone d'arrachement osseux. Je fais l'échographie et là, on a un biceps qui est à la gouttière et qui ne luxe pas. En avant, on a un subscapulaire qui est intact. On va faire l'exploration postérieure qui va révéler un infraépineux, un petit rond inséré. En fait, il a un arrachement isolé du sus-épineux avec une coiffe fonctionnelle. Patient qui a une demande fonctionnelle modérée. On l'a traité orthopédiquement et le résultat était favorable. Donc, pareil, au lieu d'attendre, envoyer en examen, alourdir les consultations, on a certaines réponses directement. Donc maintenant, je fais le chapitre du coude qui représentait majoritairement en travail de consultation autour des tendinopathies, épicondylite et épitrocléite. Donc là, ça ne marche plus. Si, voilà, un épicondyle. On arrive à la zone articulaire où on aurait la tête radiale et la zone d'insertion des épicondyliens. Donc là, on peut voir apparaître des microcalcifications, des fissures, des hyperémies inflammatoires en mode couleur et intérêt supplémentaire pour ceux qui comptent faire du PRP. Alors, avant de lancer la diapo, je vais juste dessiner. Ça, c'est un exemple d'instabilité dynamique du nerf ulnaire qui n'est pas évidente à voir si on n'a pas les repères. Ici, vous avez l'épitroclé. Ici, vous avez le nerf ulnaire. Donc là, on est en postérieur et là, on est en antérieur. Et c'est un examen qui est difficile à faire parce qu'il faut le faire en gardant la sonde positionnée sur l'épitroclé, tout en demandant au patient de faire un mouvement de flexion progressive du coude. Et donc, vous allez voir ce nerf qui va au décours du mouvement de flexion, et là on voit une petite calcification, poum, voilà, complètement s'expulser. Il a fait, voilà, on est sur une luxation dynamique antérieure du nerf ulnaire, ce qui est une exploration assez intéressante et qui n'affranchit pas la réalisation d'une EMG, mais qui donne des renseignements sur, je vais juste faire une neurolyse sans transposer, où là, ben oui, je suis certain que je vais devoir faire une stabilisation de transposition pour éviter des luxations à répétition. Alors, en pathologie traumatique, il y a certaines fractures Meson 1 où des fois on a un petit doute, on va pouvoir vérifier dans la pronospination si on a une tête radiale qui tourne de manière harmonieuse. Donc ça, c'est en coupe transversale. En coupe longitudinale, ben, on voit bien toute la zone du col et ça peut arriver de voir des petits décrochés corticaux au niveau du col que vous ne voyez pas forcément à la radiographie standard. Ça pour montrer que même un petit échographe, ma mobilette, on peut parfaitement voir une apophyse coronoïde avec l'insertion d'un brachial dessus. Et là, il y a la palette. Surveiller la bonne profondeur d'une fossette coronoïde et s'assurer qu'il n'y ait pas de comblement osseux dans le cas d'arthrose. Et là, vous avez une vue du capitulum et de la trochlée avec sa berge radiale et ulnaire. Et puis pareil, en coupe longitudinale, le capitulum, le haut de l'humérus et la tête radiale. Donc, en traumatologie, c'est vrai que moi j'en fais peu, mais il peut y avoir des applications et des surveillances. En interventionnel, le champ d'action actuel, c'est le traitement de ténotomie percutanée du corps extenseur radial du carpe. Et donc, je remercie Olivier Marès de m'avoir permis de montrer cette première diapo de sa présentation de la CFA virtuelle de 2020.
Donc, c'est une technique qu'il a décrit, développée pour réaliser, lui, il le fait en Wallant, une ténotomie. Donc là, je vous montre une courte animation de ce qui est faisable sur un cas que j'ai opéré la semaine dernière. Donc, échographiquement, on repère le tendon pro-extenseur radial. Le but est de faire une hydrodissection autour du fascia superficiel et du fascia profond. Donc là, on a installé une aiguille. Vous voyez qu'à rétro, j'injecte là de la xylocaïne au contact du feuillet profond, puis je le refais au contact du feuillet superficiel. On est sur une ouverture de 5 mm, une dissection à la face superficielle du fascia à la pince d'Alstedt, et là, avec une petite aiguille verte ou beige, on essaie de faire un petit effet de cisaillement pour ouvrir ce fascia. Ensuite, on glisse le couteau là que je vous ai montré, et en vue éco-guidée, on va guider ce couteau au contact du fascia superficiel pour en réaliser la section, puis secondairement 2 ou 3 passages au sein des fibres musculaires, et enfin le fascia profond. Donc, on se positionne en hauteur, on va dire verticale, au moment où on voit plus le tendon, mais les premières fibres musculaires, ce qui correspond à la partie haute de l'interligne articulaire, ou à la partie basse de l'interligne articulaire, ou partie haute de la tête radiale que vous aviez ici. Intérêt aussi dans la prise en charge des pathologies du lacertus fibrosus. Alors, c'est Thomas Appart, justement, l'organisateur du DIU dont je vous ai parlé, qui connaît et maîtrise bien le sujet, qui lui propose une technique de section éco-guidée du lacertus, mais il incite à la prudence parce qu'il y a quand même pas mal de veines autour et il peut y avoir des problèmes d'hématome, surtout si on opère sous garrot. Moi, une des utilisations que j'en fais, c'est sur des cas de réinsertion distale du biceps brachial au coude, ou au bloc opératoire. Des fois, on a des moignons un peu rétractés, on se demande si on va arriver à les retrouver. Donc, justement, on visualise la hauteur du moignon. Donc, vous l'avez ici autour de liquide. Donc, vous le regardez dans le plan transversal. Vous allez le voir après en vue sur le plan longitudinal. Et l'énorme intérêt de ça, c'est de pouvoir décider de la taille de l'incision qu'on va faire, ou alors la possibilité, si on habille sa sonde d'échographie, avec une pince Bengo, je l'ai fait une fois, dire qu'on va glisser sa pince Bengo en éco-guidage et chercher à attraper le moignon, tout ça pour éviter le contrabord proximal qui font de grandes ouvertures et incisions sur ces réinsertions distales du biceps brachial. Ça, ce sont les chirurgiens qui ont décrit cette sémiologie échographique du signe de la hernie dans la recherche des ruptures de la membrane interosseuse, par exemple après syndrome des sexes l'oppressif. Donc, en positionnant l'échographie, en appuyant, donc l'échographie est passée en postérieur, en appuyant en palmaire, si on voit un signe de la hernie, une hernie se produire, comme ici, c'est qu'on a vraisemblablement une rupture de la membrane interosseuse. On aborde le dernier chapitre autour de la pathologie du poignet de la main. Alors moi, j'ai une activité, on va dire, basique autour du canal carpien, doigt ressaut et ténosynovite, un peu de rhizarthrose. Et bien là, c'est une utilisation au quotidien. Et pour parler du canal carpien, moi, désormais, je ne peux plus opérer un canal carpien si je n'ai pas regardé moi-même à l'intérieur comment c'était, où le nerf était positionné, quelle tête il avait, s'il était dilaté. C'est un peu si on demandait, comme si on demandait à quelqu'un d'opérer une coiffe sans imagerie préopératoire, ou si on demandait à un chirurgien de membre inférieur d'opérer un croisé sans avoir vu une IRM au préalable, ne serait-ce que pour prendre état du statut des méniscales. Donc, c'est moi qui le fais, pas le radiologue, parce que c'est moi qui vais faire le geste derrière et qui vais décider de l'indication du type. Donc, je vais vous montrer quelques petites anomalies et variations anatomiques, mais ce qui est hyper intéressant, c'est des situations décisionnelles difficiles, qu'on soit dans le cadre de récidive post-opératoire tardive, des gens que vous voyez 10 ans après et qui ont une symptomatologie, ou des stades cliniques dits stade 1 ou 2 à l'EMG avec des latences pas très significatives. Bon, ça, on va dire que c'est une patiente qui a une latence à 3,8, qui est dite stade 1, mais quand on fait un bilan échographique, on voit un véritable aspect en sablier là, de son nerf qui est complètement serré. Donc, il y a quand même un problème anatomique sous-jacent. Vous avez là les mesures des diamètres prises et on est sur une situation limite et on peut se poser la question, c'est un travail manuel, de la légitimité, par exemple, d'une infiltration. Est-ce qu'il ne faut pas d'emblée l'opérer? Alors, c'est une question, moi, je ne sais pas la réponse, mais moi, j'ai ce patient avec une latence à 4 où on me dit « Oh, c'est médical, il faut l'infiltrer ».
il me demande une sanction chirurgicale, je crois que je ne lui refuse pas. L'autre cas, c'est un peu l'inverse. On m'adresse ce patient, alors je vous dessine, là, on a son radius, son carré pronateur, les tendons fléchisseurs, et là on a les os du carpe. Lui, on me l'adresse, il a par exemple une latence à 5,5. Ok, je vais l'opérer. Le même avec une latence à 5,5 où, par contre, je découvre un épanchement, une ténosynovite majeure des fléchisseurs. Là, je décide de ne pas l'opérer. Je lance une corticothérapie et je demande à mes confrères rhumatologues de le voir rapidement parce que 8 fois sur 10, on retrouve une maladie rhumatoïde, une maladie d'Orton, voilà, une pathologie. En fait, c'est le témoin d'un carpien secondaire pour lequel la recherche de l'étiologie et son traitement peut suffire à guérir son carpien. Alors, bien évidemment, si ce patient a une latence à 9, il va falloir l'opérer parce que l'épanchement n'explique pas tout, mais il faut quand même en parallèle, je pense, initier la corticothérapie et prendre la vie rhumato. Du moins, moi, c'est ce que j'ai mis en place avec mes collègues rhumato sur Tarbes. Là, c'est un diaporama, je ne vais pas le lancer, mais on est sur une coupe échographique en amont du canal et on voit déjà un nerf bifide dédoublé qui est néanmoins au sein d'un même épinèvre. Donc, hop, je saute cette vidéo. Pour vous montrer celle-là, par contre, qui est très intéressante, c'est une infirmière du bloc chez moi. Et je faisais des échos pour m'entraîner et on est tombé au stupeur. Donc, ça, c'est le paquet radial. Là, on tombe sur le nerf médian et à côté, un truc qui flash. Et juste en dedans, artère ulnaire et nerf ulnaire. Et donc, elle a ça aux deux côtés. Des deux côtés, elle a une troisième artère qui est dite artère médiane du poignet, qui est aussi grosse que l'artère radiale et l'artère ulnaire. Et ça, c'est des situations où, quand on dépiste ça avec 2+, et ça, dans la majorité des cas, on a un nerf dédoublé. Pour moi, comme pour d'autres, c'est une contre-indication, un traitement endoscopique ou éco-guidé. C'est du ciel ouvert, du moins fortement recommandé. Pour le doigt ressaut, pathologie doigt ressaut, c'est pareil. Je ne peux pas consulter sans les regarder. C'est hyper intéressant parce qu'on fait nous-mêmes l'examen, on voit les épaissements de poulie, ça permet de vérifier s'il y a un kyste associé. En dynamique, on voit comment se comporte le chiasma des fléchisseurs par rapport à la poulie A1 et c'est éminemment didactique vis-à-vis des patients. De plus, ça permet de dépister les sésamoïdes accessoires sans faire passer systématiquement une radio aux patients. Le Decker-20, on est dans le même cas, hein, c'est un examen qui, du coup, à ce moment-là, est bilatéral comparatif et donne des arguments assez intéressants pour poser les indications. Là, vous avez un magnifique exemple de kyste de la poulie A2. Ça, c'est le cas d'une patiente qui m'était adressée pour le traitement d'un canal carpien post-fracture. Elle a été éminemment bien opérée avec une plaque antérieure du poignet, mais on voit un conflit entre une tête de vis de la plaque et son long fléchisseur du pouce, avec une ténosynovite réactionnelle un peu plus distale. Et donc, du coup, je ne lui ai pas retiré l'intégralité de la plaque, mais j'ai traité le carpien et retiré la vis gênante. Dans la prise en charge des rhizarthroses, j'utilise l'échographie pour rechercher les épanchements, s'assurer qu'il n'y ait pas un Decker-20 associé concomitant, et surtout en post-opératoire, comme sur les prothèses de hanche, mais là on peut le faire, on peut tester s'il y a ou pas un effet piston dans le post-opératoire, bien qu'on ait fait les réglages rigoureusement en paire opératoire. Donc maintenant, je vous invite au bloc opératoire pour vous montrer un petit peu la technique d'écho-chirurgie carpien. Alors, il existe différentes techniques, mais celle-là est celle qui, on va dire, est assez popularisée et qui correspond à l'utilisation de l'échographie avec l'ensemble d'une voie d'abord qui est strictement la même que pour une libération endoscopique. Le temps capital, c'est cette libération de la face superficielle et de la face profonde du ligament annulaire avant de positionner un couteau de section dédié. Donc là, vous allez voir la progression de ce couteau. Alors, je m'excuse, c'est un de mes premiers cas et désolé, le couteau est parti tout seul au début et s'est arrêté à 2 mm de l'arcade palmaire superficielle qui est ici. Mais en tout cas, le but est de pouvoir vérifier le positionnement en étant dans un couloir de sécurité entre le nerf et l'artère, visualiser. Et là, c'est le test final à l'aide d'une paire de ciseaux pour vérifier qu'il n'y a qu'on a une libération complète des tissus et du ligament annulaire antérieur du quart. Néanmoins,
ça peut arriver sur des mains éminemment costauds. Et ça m'est arrivé 3 fois chez des patients boulangers d'avoir un problème péro-opératoire avec le couteau qui s'ouvre parce que l'anthrax prédéfini pour la libération du ligament annulaire n'est pas suffisant. On a parfois des ligaments éminemment épais et ça n'arrive jamais dans le tiers proximal, c'est toujours dans le tiers distal. Il faut un plan B pour finaliser la chirurgie. Moi, le faisant sans garrot et sous anesthésie locale désormais, le plan B, c'est un petit contrabord distal. Ceux qui vont opérer sous garrot ont la possibilité de terminer leur geste en technique Dans la endoscopique. nuit, en prévenant une petite décuté. Ouais. Je suis réveillé à 3 heures du matin. Impossible de... Enfin, petite présentation de la technique éco-guidée de chirurgie de Rousseau. Alors, ce n'est pas celle de Franck Lapeg, hein. C'est une technique qui m'a été montée par Pierre Crouzet à la clinique de l'Union. Ce n'est pas une technique purement à l'aiguille, même si elle démarre à l'aiguille pour réaliser sous échographie une petite ouverture de la gaine en aval de la poulie A1. Donc là, vous voyez l'aiguille qui vient flirter avec le tendon pour réaliser une petite ouverture de la gaine. On vérifie dans les 2 plans qu'on est bien centré pour ne pas être dangereux vis-à-vis des nerfs collatéraux. Puis, on va utiliser un petit couteau de section dédié qui est une maquette miniature des couteaux de Carpien qui est glissé. Alors, la difficulté, c'est arriver à retrouver le point de fragilité qu'on a créé. Alors, des fois, ça fait un petit peu peur là, de voir ça, mais il n'y a aucun danger pour le tendon fléchisseur. Puis après, on va superficialiser ce couteau et glisser de manière rétrograde afin de couper cette poulie et réaliser une libération un peu plus proximale. Voilà. Et donc, moi, c'est systématiquement désormais sous anesthésie locale afin de pouvoir tester en fin de procédure que la libération est complète. Parce que s'il persiste encore un ressaut ou une suspicion de blocage à la fin du geste, on peut le réitérer. Alors que sous ALR, on n'en a pas la possibilité. Je vais rapidement passer sur l'intérêt de la traumatologie osseuse. Alors, le scaphoïde, ça reste quand même difficile, mais il y a des incidences qui ont été décrites pour surveiller et dépister des fractures. En tout cas, pour ce qui est styloïde radial ulnaire, c'est hyper intéressant. Dans les Miles Finger, immédiatement, on n'a pas envoyé le patient en radio pour voir si on a un arrachement osseux ou pas. Il a été décrit les 4 incidences qui, en consultation, les 4 coupes, permettent de déceler un diastasis scapho-lunaire et donc orienter rapidement un diagnostic d'entorse grave scapho-lunaire. C'est pareil pour la recherche de l'effet Steiner-Teco sur la métacarpophalangienne. Donc là, l'échographie à la consultation à proximité a tout son intérêt. Je vais rapidement passer là-dessus. Juste vous montrer une petite vidéo. Alors, je n'ai pas une luxation complète, mais j'ai des subluxations, un cas de subluxation de l'extenseur ulnaire du carpe. Là, vous avez la styloïde, la tête de l'ulna. Et là, on voit en dynamique cet extenseur ulnaire du carpe qui à un moment va se subluxer. Donc ça, c'est pathologie douloureuse, qui en l'absence de luxation peuvent être traitées par orthèse et infiltration. Mais en tout cas, en dynamique, même lorsque cliniquement ce n'est absolument pas évident, on a des aspects échographiques qui orientent. Et là aussi, c'est important de le faire de manière bilatérale. Les lésions de poulie, ça reste difficile parce que du coup, il faut des sondes dédiées dites de haute fréquence. Moi, tout ce que je vous ai montré en imagerie, c'était une sonde standard unique qui permet de tout faire, ce qu'on appelle la 8-13 MHz. Là, il faut taper dans des fréquences un peu plus élevées, 15-18, pour être vraiment pertinent et voir en dynamique sur des flexions contrariées ce tendon fléchisseur qui prend la corde à droite, alors qu'à gauche, il reste bien plaqué à la phalange. En tout cas, dans des ablations matelles d'ostéosynthèse difficiles au poignet, des vis au coude, des broches au poignet, moi, je trouve ça mieux qu'un amplificateur de brillance. Et quand il est question d'aller récupérer des petits corps étrangers non radiovisibles, avant, j'ai fait faire par le médecin radiologue à l'entrée du patient en ambulatoire. Désormais, on le fait directement au bloc opératoire. C'est éminemment simple. Le patient est acteur et voit, de même que l'aide opératoire. C'est tout bénef, dirons-nous. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie pour avoir permis de vous présenter un petit peu ce qui est devenu ce quotidien pour moi depuis 4 ans grâce à l'échographie. Et j'invite qui le souhaite à venir passer une journée avec moi à Tarbes, parce que bien évidemment, je ne vous ai pas tout montré. Merci. Eh bien, merci vraiment, vraiment beaucoup. C'était d'abord dans la forme, ta présentation, elle est
Tu as très, très bien utilisé le marqueur et tu es le premier à le faire. Et c'était très didactique. Et je t'en remercie parce que ce que tu nous as appris, c'était compliqué. Parce que dans la plupart des communications, on reprend des notions connues et puis on les remodernise ou on apporte une nouvelle donnée. Mais toi, pour moi, tout était nouveau. La technique, la manière de l'utiliser, ta manière d'opérer, c'est Le stylo. tout dans ta communication. Au-delà du stylo, dans ce que tu as dit, c'était nouveau et c'était vraiment très, très bien. Ah, Alors, c'est la troisième révolution. Il y a eu, la seconde révolution, c'était l'arthroscopie. Et là, on vit une troisième révolution qu'il faut prendre en route. C'est certain. oui, et puis il est tard parce que ça fait longtemps que l'échographie existe et ces échographies portables existent depuis un moment et on s'y met tard, je trouve. Toi, tu t'es bien mis à temps, mais la plupart des autres, nous sommes en retard. Alors, j'ai quelques questions avant de donner la parole à Pierre Mansat, qui, pour les questions techniques, sera mieux que moi pour diriger cette petite table ronde. Alors, mes questions, moi, elles sont très simples. À ton avis, la courbe d'apprentissage, elle est longue parce que tu m'as l'air très à l'aise. Or, j'ai pas, chaque fois que tu nous montres un truc en disant, bien évidemment, vous voyez cela, j'avoue que j'y comprends pas grand-chose. Ouais, Combien de c'est temps tu pour as ça mis qu'il y a pour le apprendre? stylo. Parce que ben, quand on a la machine, qu'on reçoit la machine et qu'on commence un peu à jouer avec, et se regarder un peu le poignet, très rapidement, on comprend à peu près sur une anatomie saine ce que sont les structures. Mais c'est vrai qu'avant de trop en faire, il faut ouvrir les livres et regarder la sémiologie. Alors c'est vrai qu'on connaît la sémiologie radio, on connaît la sémiologie IRM et scanner, mais la sémiologie échographique, elle nous a été un peu occultée et pas enseignée. Donc ça, il y a ce pas à faire et à franchir et lire page par page. Et après, c'est des coupes et on comprend après la visualisation des coupes de ce que sont les structures saines. Après, dépister du pathologique, là c'est difficile et il faut en faire, mais on a les patients à la consultation, les patients au bloc, et on connaît l'anatomie. Moi, je n'ai pas beaucoup croisé au décours du cursus d'internat, j'en ai connu qu'un interne de radio qui Je passait vais les ses nuits voir. de garde quand tu es au baby-foot, il les faisait au bloc opératoire, et il venait voir ce qu'il avait vu, lui, au scanner, à l'IRM et à l'écho. Même Nous, remarque on pour a le la possibilité de rhumatologue. le faire pour tous les malades. Même remarque pour les rhumatologues qui ne sont jamais venus voir une prothèse de quoi que ce soit et qui après les regardent à la radiographie. Et dis-moi, Voilà. tu nous Donc, as nous, l'anatomie, parlé, on l'a vu. Et donc, voilà, intellectuellement, on peut beaucoup plus rapidement que, je ne vais pas dire que d'autres, hein. Je veux blesser personne, mais on c'est vit avec faisable. l'anatomie et la Et, courbe d'apprentissage est relativement rapide. et tu nous as parlé de cours et de DIU. Qu'est-ce que tu conseilles comme cours et DIU pour se former? Ben, il est vrai qu'en membre supérieur, il y a ce DU d'échographie du membre supérieur que moi j'ai fait, qui a un nombre de places limité, mais qui est très très intéressant parce que ben, il mêle à la fois les cours théoriques et puis les travaux pratiques avec d'autres enseignants, je vais dire, et radiologues et rhumato et orthopédistes. Et donc, il y a un partage dynamique. Moi, c'est la formation que j'ai faite et dont j'étais entièrement satisfait. Mais comme je vous l'ai dit peut-être en off au départ et peut-être pas devant tout le monde, avant de m'y inscrire, je me suis forcé à faire l'acquisition de ma machine pour me dire, bon, ben, tu es obligé de le passer, tu es obligé de faire le mémoire, ce qui était pour moi, en termes organisationnels, le plus difficile, un peu à distance du monde hospitalo-universitaire. Alors, cette machine, le prix, c'est une trentaine de milliers d'euros, un truc comme ça? Ben, là, j'ai un petit truc portable qui est le machin efficace, on va dire, pour démarrer. Ça vaut 20 000 euros sur un leasing de 3 ans. Enfin voilà, sur 3 ans, j'ai mis 20 000 euros sur 3 ans. D'accord. Mais je ne le regrette pas. Alors, c'est toujours la particularité, si on veut voilà, dans les parties pratiques, si on veut rentabiliser l'objet et faire une cotation, on est obligé, comme les radiologues le font les rhumatos, de imprimer les images et donner le compte-rendu écrit aux patients. Moi, ça, je m'y refuse. Je n'ai pas le temps. Je suis débordé dans les consultations. Moi, je rentabilise comment? Je n'ai pas reconvoqué les gens en disant je vous demande une échographie, je vous renvoie avec. On l'a fait, on a la réponse, on a la stratégie thérapeutique et ça me libère des consultations pour voir d'autres patients et d'autres premiers rendez-vous. Mais tu pourrais le faire, c'est-à-dire que ta lettre ne peut pas être considérée comme un compte-rendu. Moi, je parle d'éco-contrôle, Ah, c'est-à-dire je le considère comme un prolongement de mon examen clinique
Et j'estime que maintenant que je suis diplômé, je peux revendiquer le fait que je l'utilise. Et on n'a jamais demandé à un cardiologue qui a ausculté et dit dans sa lettre « Je retrouve un rétrécissement aortique serré » de fournir un enregistrement audio de son stéthoscope. Donc moi, j'incrémente mes courriers avec les données échographiques en disant, mais, comme tout le monde, à l'IRM, je note aussi ça. J'ai fait un écho-contrôle, voilà, j'appelle ça écho-contrôle pour dire, voilà, je ne suis pas radiologue, je ne facture pas mes échographies, mais c'est un prolongement de mon examen. Et au bloc opératoire, quand tu l'utilises au bloc opératoire, il peut y avoir une CCAM augmentée par l'utilisation de l'arthroscope? Officiellement, non. Parfois, On ne peut pas le surajouter comme une cotation. Il y a ponction guidée par ultrason ou ponction guidée par radio, et ce n'est pas le même type qu'une ponction simple. Oui, pour faire des ponctions, oui. Alors, moi, mais ça regarde que moi, mais j'en ai discuté avec d'autres confrères, je considère que quand je fais un canal carpien sous échographie, la codification CCAM, c'est AHPC 001, c'est vidéochirurgie. On ne parle pas de glisser un endoscope, on dit d'opérer non pas à ciel ouvert, mais en regardant un écran. Donc, pour moi, la libération éco-guidée, c'est de la vidéochirurgie. Et donc, il y a une cotation CCM qui est un peu plus avantageuse que le ciel ouvert. Alors, j'ai plus qu'une question avant de donner la parole à Pierre. Alors, un truc très pratique, tu vois un malade pour la première fois à la consultation, tu soupçonnes une rupture de coiffe, tu lui dis, on fait l'échographie. Tu ne le renvoies pas chez lui, tu ne lui donnes pas un rendez-vous avec la radio, tu ne le revois pas une deuxième fois. Tu as ton à la prise de rendez-vous, moi j'ai une petite machine et je compte prochainement acquérir quelque chose de plus performant. À la prise de rendez-vous, s'il ne s'agit pas de pathologie de calcification de coiffe, je demande si possible qu'ils arrivent avec une échographie faite par un médecin radiologue. Déjà fait. Et tu l'as refait toi ou tu n'as pas le temps? Ça dépend, mais sur des lésions fines, moi j'estime que la machine n'est pas assez performante pour le visualiser. Par contre, on m'annonce quelqu'un qui a des calcifications et qui a que les radios, ça, voilà, je vais gérer, je vais le faire. Désormais, on m'annonce toutes les pathologies de kyste de la main, pathologie de la main. Je ne demande plus d'écho, je la fais moi-même directement. Voilà, mais le secrétariat a une fiche pathologie par pathologie des examens de référence et pathologie douloureuse de l'épaule, de la coiffe non calcifiante, si possible. Voilà, parce que c'est chronophage quand même. Hein. Il faut faire bien les choses et puis ils me disent, oulala, vous prenez le temps, hein, le radiologue, ça met 30 secondes. Et toi, tu mets combien? Un quart d'heure, 20 minutes? Parce que c'est l'objet didactique. Alors aussi, on explique, on montre aux patients. Là, vous avez les penchements, vous avez ci. Moi, j'ai un peu tendance à tchatcher. Donc, tu prends ton mais si ça se surajoute à je vous explique, je vous examine, je vous programme l'intervention, je vous explique le consentement, je vous fais le détail de toutes les complications, on ne s'en sort pas. Tu te rattrapes pour aller pas payer pour gagner du temps. Voilà, donc… Allez, je vais donner la parole à Pierre Mansad qui, sur le plan technique, va te poser des questions sur la qualité du geste et tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on ne peut pas faire. À toi, Pierre. Merci, Vincent. Bonjour. Bonjour pour cette présentation. C'est vrai qu'on voit, depuis que tu as commencé à présenter cette technique, ta progression et ta maîtrise. Je me rappelle, au début, c'était les encres au niveau de la coiffe, puis les calcifs, puis on voit que tu continues d'explorer. Moi, je suis convaincu, bien sûr, de l'utilité de l'échographie, si ce n'est que je n'ai pas appris à maîtriser cet outil. Comme tu l'as dit, c'est time consuming un petit peu et il faut prendre le temps. Idéalement, au départ, à la consultation, mais c'est vrai qu'on ne prend jamais le temps à la consultation de s'arrêter pour faire cette échographie. Étienne, dans le service, s'en est servi en préopératoire sur les lésions ligamentaires du genou pour adapter sa technique. Et c'est vrai que ça permet finalement le traitement à la carte. Mais c'est vrai que tu as bien montré qu'en prenant le temps, en maîtrisant l'outil, comme on fait les anesthésistes, finalement, on devient autonome et on arrive à la fois améliorer son diagnostic, parce qu'au départ, c'est au diagnostic, et après, finalement, assister
sa prise en charge thérapeutique. Les calcifications, je veux dire, c'est un superbe outil quand on voit parfois qu'on passe un certain temps pour trouver nos calcifications, qu'on pique dans tous les sens avec son aiguille, et on a beau avoir la radio sous le nez, on ne trouve pas la calcification. Ça, après, et continuer avec l'ampli, c'est éminemment difficile. Et l'ampli, c'est difficile, ne serait-ce que par le volume, enfin bon, l'installation. L'irradiation. L'irradiation aussi, oui. Le suivi au niveau de l'épaule des coiffes, bien sûr, c'est un élément supplémentaire par rapport à notre examen clinique. On le voit quand on écrit des papiers. On en a besoin pour valider la prise en charge et les techniques. C'est vrai qu'on a tendance à les envoyer aux radiologues, mais autant finalement se le gérer soi-même, ce que tu as démontré. Pierre, tu ne pourrais pas imaginer qu'au CHU, si nos internes s'entraînaient à cette technique, parce qu'ils vont devoir le faire, quand tu vois un malade, tu pourrais passer au malade suivant pendant que ton interne fait l'échographie et tu viens jeter un coup d'œil. Donc, on pourrait ne pas perdre le temps tout en faisant cet examen. C'est une question d'organisation. Et de formation. Oui, de formation, mais d'organisation. Il faut prendre le temps. Donc, j'ai cité Étienne. Stéphanie l'avait essayé aussi pour l'évaluation des lésions tendineuses en prenant l'échographe des anesthésistes en préopératoire ou devant une plaie. Donc, c'est un élément supplémentaire. Ça, tu as montré finalement toute la palette pour l'instant que l'on pouvait utiliser grâce à cette échographie. Le coude, tu l'as montré, la main. C'est vrai que la main, j'en suis convaincu. Moi, j'envoie les patients à Franck Lapègue pour les traitements. Oui, mais je suis à la consultation courante tenant, je suis encore plus convaincu de l'utilité pour la main que pour l'épaule. Voilà. Après, la particularité aussi, moi, c'est mon exercice, on va dire, dans un département avec une population médicale, un effectif médical, et on est un peu en sous-effectif, avec des délais de rendez-vous. Moi, j'ai des délais de rendez-vous officiels d'échographie qui sont plus longs que ceux des arthroscanners à des IRM. Voilà, donc j'essaie de me débrouiller. Je suis en train d'évoluer sur une activité qui est 2 tiers chirurgie ortho, 1 tiers médecin rééducateur, parce que pour les suivis. Mais bon, je l'ai voulu, ça me va très bien. Et donc, c'est cette évolution-là qui fait que ce n'est pas la même activité que qu'orthopédie pure du CHU ou des grands centres privés de Toulouse et autres mégalopoles qui m'incitent à continuer dans cette voie et à explorer toujours. Je vois qu'Amélie Faro, qui a quitté l'hôpital aussi, s'est mise à l'échographie et réalise beaucoup la chirurgie de la main sous échographie, comme tu l'as montré. Bon. On avait fait le début ensemble, donc c'est vrai qu'on communique régulièrement. Non, moi je suis convaincu. Après, c'est un problème, encore une fois, de formation. Il y a des DU maintenant qui sont faits pour les orthopédistes. Et après, d'organisation et de prise de temps. Peut-être Étienne pourrait nous en parler également, puisqu'il s'en sert dans les lésions ligamentaires du genou. Étienne, il a son échographe et peut-être que nous pourrions en acheter un pour les orthopédistes. Facile d'accès, sans avoir à le mendier aux anesthésistes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci pour la qualité du topo. C'était vraiment très chouette. Merci. Alors moi, j'ai commencé aussi en 2015 et j'ai absolument pas suivi la même formation que Vincent. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi Marie Faruche, la radiologue, au laboratoire d'anatomie et je l'ai regardé faire et puis j'ai vu comment elle faisait. Et voilà. Mais je ne sais rien faire de plus que regarder des ligaments antérolatéraux et faire le tour du genou. Alors, la particularité qu'il y a pour le moment inférieur, c'est que on va rechercher ou on va traiter avec l'échographie des lésions qui sont secondaires d'une autre pathologie et cette autre pathologie en elle-même nécessite un passage au bloc opératoire. Par exemple, moi, je m'en sers pour faire des retours externes bien placés au niveau du genou, mais ça implique que le patient ait un croisé cassé et donc le croisé, je le mets au bloc opératoire.
Donc, moi, j'ai réfléchi un peu en consultation à comment utiliser ça pour être un peu plus précis. Dans la mesure où, en traumatologie du sport, les patients ont toujours une IRM parce qu'il va y avoir une vision intra-articulaire et que moi, je n'ai pas de problème de délai, surtout en ce moment où il y a assez peu de traumatologie. Donc, au genou, ça a été un peu restrictif. Et le deuxième problème technique de restriction, c'est que quand on veut faire des tunnels de visée, il faut qu'on repère les reliefs osseux, il faut qu'on se mette à côté de ces reliefs osseux, mais il faudrait que la broche qu'on guide arrive perpendiculaire à l'os, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est difficile de se repérer dans les deux plans de l'espace en même temps avec l'échographe. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir passer à l'intérieur de l'échographe la broche à un moment où on est au point qui nous intéresse. Et ça, c'est pour des raisons évidentes assez compliqué. Je crois que ça se développe bien en chirurgie du pied, mais je n'ai aucune expérience là-dessus. Oui. Et je pense que ceux qui en sont en train de louper le coche, et j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi, c'est les rééducateurs et les médecins du sport. Enfin, je ne vois pas comment un médecin du sport au jour d'aujourd'hui ne peut pas avoir un échographe dans son cabinet en permanence. Moi, je l'ai prêté à un médecin du sport avec qui je travaille, j'ai un échographe portable. Il s'en sert à toutes les consultations, pour les lésions musculaires, pour les contrôles inflammatoires, pour les infiltrations de l'épaule, pour les PRP. Je ne comprends pas que les médecins du sport ne soient pas complètement emparés de ce problème-là. Enfin, aux États-Unis, c'est beaucoup eux qui utilisent les échographes. Artrex, par exemple, les vend principalement aux médecins du sport. Vincent, ton avis? Donc, l'idée, en plus de celui que tu as qui te sert pour tes études, d'en avoir un disponible dans le service, devrait faire partie de nos futures demandes, non? Et à ce moment-là, de prendre un qui est assez précis. Encore faut-il qu'on soit formé. Oui, mais bon, comme l'a dit Vincent, comme il avait pris l'appareil, il est obligé de se former. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'après, si on se forme et qu'on n'a pas accès à l'appareil, c'est pas mieux. Parce que le meilleur entraînement, c'est de s'entraîner sur soi. Et c'est quand même bien d'avoir à disposition nos coudes et tout ce qu'on a et de pouvoir l'observer. On peut s'entraîner sur soi-même. C'est ce qu'il nous a dit et ça me paraît bien. Sur soi, sur son interne. Oui. On a tout. C'est pas vrai pour les radios. Là. Moi, j'ai bien montré la radio des imprimeurs du bloc, le canal carpien. Parce qu'il faut s'entraîner. Et juste, là, l'autre jour, j'avais mon fiston qui avait mal au genou. Je lui ai fait l'écho d'un genou, j'en avais presque jamais fait. Sur la TTA, un magnifique Osgood-Schlesser où on voit les ossifications qui poussent, qui sont juste rétro juste en arrière du tendon rotulien. Ça fait des images magnifiques. Je me suis fait piquer par une araignée, là, je boitais, jamais fait une écho du tendon d'Achille et j'ai retrouvé une ténosynovite de 2 mm de circonférence autour du tendon. Je me dis non, c'est pas possible. L'autre côté, c'était sec et là, il y avait 2 mm. Bon. En fait, on a les réponses de suite. Bon. Oui, et on a les réponses de suite. Et j'ai beaucoup aimé ton commentaire et c'est ce que je disais aussi quand on me posait des questions sur ça. C'est vraiment le prolongement de l'examen clinique. C'est de la chirurgie 2.0. C'est-à-dire que tu as une forte suspicion clinique et tu as un testing dynamique. C'est-à-dire que tu vois la structure qui bouge. Et ça n'a pas de prix. Ouais. C'est le seul examen où on peut faire ça. C'est la seule imagerie dynamique et c'est la conclusion. Hein. On est les chirurgiens du mouvement. Il y avait l'oncle de Pierre qui avait initié une revue, l'Observatoire du mouvement. On est les chirurgiens du mouvement, on se revendique comme tel et c'est la seule imagerie qu'on ne sait pas accaparer, qu'on ne sait pas lire. Par rapport à un radiologue, en tant que chirurgien, tu es moins descriptif. C'est-à-dire que ça va te permettre de choisir ta technique opératoire, connaissant les techniques et les difficultés. Tandis qu'un radiologue, il reste descriptif. Mais c'est exactement ça. Il ne pense pas à la technique qui est derrière. On le voit bien d'ailleurs dans la description de toutes les radios qui font peur aux malades. Il y a des mots qui leur font peur, que ça n'aboutit à rien. Eux, leur objectif, c'est d'écrire une lésion. Est-ce qu'il y a une lésion? Comment elle est? Je leur décris tout si je suis rigoureux. C'est que nous, on va dire, allez, je cherche ci, parce que si j'ai ci, ma stratégie, ça va être ça. Lui, je vais l'opérer, mais si j'ai ça, je ne l'opérerai pas lui. En fait, derrière, on a toujours une idée derrière la tête, quoi. Exactement. Même une petite banale calcification de coiffe, voilà. Moi, je fais l'échographie, je dis, écoutez, madame, votre calcification, elle est molle, il n'y a pas de condom acoustique. Je vous envoie au médecin radiologue pour la ponctionner. Et puis, si j'ai un truc hétérogène sur une calcification dure et qu'elle en a à 4 endroits, je dis, soit ils vont essayer 4 fois de vous ponctionner, mais ils ne vont pas y arriver, soit on va vous opérer d'emblée. Donc, et la réponse, on l'a immédiatement. Là, pour l'instant, on discute à 3. Allez, participez au débat. Il suffit d'ouvrir votre micro.
Et ce qui est frustrant, comme tu dis, c'est qu'on est incapable de lire des images si on ne les a pas faites. Donc, exactement. On se fie en effet au compte rendu systématiquement du radiologue et on n'a aucune possibilité d'interprétation. Et on ne comprend rien aux images qui nous suffisent. Quand on est derrière l'opérateur et qu'on regarde quelqu'un faire une échographie, en fait, on n'y comprend rien. Et c'est quand on prend le volant qu'on comprend. Moi, des fois, je repense à quand je regardais à 12 ans mon père conduire et avoir 3 pédales pour conduire l'embrayage. Je me disais, mais comment il fait? Et puis, à la deuxième leçon d'auto-école, on y arrive. Mais en fait, c'est pareil. Hein. Moi, des fois, voilà, mais mon épouse, elle est angiologue. Un jour, elle m'a fait un Doppler des carotides. Je ne comprenais rien du tout. Et après deux coups de DU, vous savez explorer les os du poignet, les 6 compartiments dorsaux, repérer un nerf médian, vous savez le faire en 2 minutes. C'est assez incroyable. Moi, j'ai une petite anecdote qui nous fait penser à autre chose, mais j'ai une amie angiologue à Paris. Il y a un moment, il y a 25 ans, elle a acheté un des premiers écodoppler, pas écodoppler, un des premiers machines à ultrasons, et elle attend son premier malade. Alors, c'était un Doppler pénien et le malade, Georges Marchais. Donc, quand même, c'était pas mal on est filmé. Comme premier examen. Mais ça fait rien, c'est une histoire vraie, donc je peux le dire. Et puis, bon, il est décédé. Il y avait un D'autres questions? D'autres questions rouge. Voilà. Ah, mais je n'ai pas montré d'image, hein. Je ne connais que l'anecdote. D'autres questions? Vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Allez-y, c'est quand même très, très intéressant. Et posez des questions. Qui dans nos participants fait déjà de l'échographie et nous en parle un petit peu? Johan Dalmas, toi qui vas être docteur junior, membre sup, est-ce que tu vas passer le DU de l'échographie? DU échographie. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation qui était très intéressante. J'ai justement regardé il y a 15 jours pour m'y inscrire. A priori, il y a beaucoup d'attentes maintenant. Donc là, donc il y a plusieurs années d'attente pour pouvoir s'inscrire au DU là de Paris. Tu vas voir Vincent sinon. Voilà. Je suis bientôt membre du collège, je vais pouvoir officiellement recevoir. Même pas officiellement. Allez-y, vous apprendrez. Et puis aussi, vous avez nos anesthésistes qui manipulent un appareil dans les salles de pré-anesthésie. Il n'est pas interdit d'aller les voir, de leur demander quelques explications et ils peuvent vous laisser manipuler un petit peu. Hein. C'est pas... on peut aller voir un canal carpien de tous les malades à qui il faut un bloc. Mais il faut être curieux et aller voir. Vincent, moi j'ai une question. Le DU que tu as fait, c'est le DU de Tours ou de Paris? De Tours. Mais moi j'ai fait l'inscription à Tours, mais c'est 4 facs. Il y a Tours, Rennes, la Sorbonne et pardon pour le dernier que j'ai oublié. Mais c'était l'inscription via Tours. En tout cas, historiquement, c'est la faculté de Tours qui a accueilli le DU. Merci. D'autres questions? Bon, sûr. Vous ne regrettez pas parce ça va se terminer. Allez, Anan. Est-ce qu'il y a possibilité pour l'échographie en matière de plexus brachial? Est-ce qu'il y a un apport de l'échographie dans ce sens? Sur des lésions et des arrachements. Alors, peut-être sur des plaies. Alors, comme j'ai dit, moi, je ne fais pas de traumatologie. Les anesthésistes qui font leur bloc interscalénique jouent en permanence avec une partie du plexus. Mais je pense, bon, difficile de répondre. Si vous avez des plaies, des lésions avec des plaies, possiblement. Après, sur le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Le problème en aigu, c'est qu'il doit y avoir de gros hématomes et ça doit être peut-être difficile de faire la part des choses entre les différentes structures. Le truc à creuser sur lequel il y a des papiers et projets, c'est infiltration du nerf suprascapulaire et pathologie douloureuse, algo, syndrome régional complexe. Est-ce qu'en faisant des infiltrations éco-guidées du nerf suprascapulaire, on réduit les douleurs, on s'affranchit, on diminue les risques d'algo. Ça va être intéressant et c'est à surveiller.
Moi, j'ai essayé, mais pareil, ma machine sur des gens avec un peu de tissu adipeux et un peu épais, je n'arrive pas à visualiser correctement ce qui pourrait être un nerf suprascapulaire et son artère satellite à l'échancrure coracoïdienne. Mais ça, c'est à surveiller auprès de ceux qui s'y intéressent. Pierre Lomonerie avait fait un ou deux papiers là-dessus pour montrer qu'en effet, on pouvait, l'orthopédiste pouvait même faire des blocs du nerf suprascapulaire lui-même avec un repérage échographique. Après, il faisait une injection de colorant et puis il disséquait pour savoir si en effet il avait bien injecté la structure adéquate. C'était do it yourself et c'est vrai que c'était assez convaincant, quoi. Oui. Alors moi, ça m'est arrivé d'en faire à main levée parce que sur des patients qui avaient des contre-indications obéis sur des insuffisances respiratoires, les anesthésistes faisaient le bloc du nerf circonflexe, puis le muscle cutané, il ne se le sentait pas. Et bon, je disais, bon, de toute façon, on va injecter à la voie d'abord d'une neurolyse arthroscopique et on est à mi-chemin entre l'acromioclaviculaire et l'angle interne de la scapula et on le faisait. Mais c'est sûr qu'être en éco-guidage, c'est un plus, quoi. C'est comme, voilà. On ne peut plus infiltrer une acromioclaviculaire à main levée, même si on en a fait des milliers. Moi, le jour où on m'infiltre une acromioclaviculaire, c'est sous écho. J'en suis convaincu. C'est comme ça qu'il faut le faire. On est dedans, on visualise, on vérifie. J'ai une question de Lila Amira qui demande qu'est-ce que le footprint dont tu as parlé plusieurs fois? Alors, le footprint, au niveau de l'humérus, c'est la zone de transition entre le cartilage sur la tête humérale et le tubercule majeur. Donc, c'est la fin d'insertion de la coiffe et le début du cartilage. Donc, communément, c'est vrai que nous, voilà, en pathologie d'épaule, on parle tout le temps de footprint, réinsérer la coiffe au footprint, appliquer au footprint. C'est le repère de base. C'est un repère, voilà. D'autres questions? C'est le moment ou jamais? Mais apparemment non. On va vraiment te remercier parce que c'était très bien. C'est filmé, on va le mettre en ligne et on va inciter tous ceux qui n'ont pas regardé à le faire, même ceux qui font du membre inférieur, parce que autant au membre supérieur, vous commencez à vous y mettre, au membre inférieur, on paraît être en retard, à part Étienne, mais comme il l'a dit, il s'est contenté des études qu'il faisait et qui l'intéressaient. Il y a certainement beaucoup d'indications à la hanche et partout. Donc, on va s'y intéresser. On te remercie vraiment beaucoup. Merci à vous. Merci Vincent, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.